donne une claque sur le bras du détenu qui tient l'arme. L'arme revole dans les airs. Il y a l'agent Fournier qui est devant moi, qui fait un 180 degrés. Puis là, je l'aperçois avec de la broue qui lui sort du coin du sourcil, là, puis il s'écrase par terre, juste devant moi. Une balle a frappé le gardien Guy Fournier en pleine tête. Il meurt peu de temps après. Deuxième coup de feu. Là, c'est ce coup-là, j'ai l'impression de recevoir un gros coup de poing sur le côté de la tête. La bouche me rouvre, le sang jaillit. Là, je me rends compte que je viens d'être atteint à mon tour. Je suis quand même sonné. Là, j'aligne 2-3 pensées une derrière l'autre. Je me dis, je pense droit, donc je resterai pas fou. Fait que ça, c'était ce qui m'a fait réagir. Il y a un arme qui réussit à passer dans les mains des gardiens, des gros 38. Là, les coups de feu, bang, bang, bang. Ici, c'est très écho. Fait que, je veux dire, on avait des bruits là, assez apocalyptiques. Le directeur adjoint à la sécurité, Gaston Langelier, est lui aussi blessé. Mais il a pu se procurer un revolver 38 et il a le temps de tirer et de tuer Jean Lachapelle. Pendant ce temps, les 4 autres évadés ont pu franchir la porte principale et sont sortis du bâtiment. Sa blessure à la tête ne freine pas Marc Drouin. Il sort à son tour du bâtiment et poursuit les évadés. Ceux-ci courent vers le stationnement des visiteurs. Moi, je courais derrière. De leur côté, les 4 évadés prennent en otage un visiteur et s'enfuient dans sa voiture. Toi, tu étais conscient durant tout ce temps-là? Oui, j'ai jamais perdu conscience. Là. Probablement ma forte constitution a fait que j'ai été capable de faire ça pendant tout le temps que je l'ai fait. Là, ça, c'est la photo que Marc a posée à l'hôpital. Regarde dans l'état où il était. Tu sais, quand tu dis ta tête à peu près le double de ta grosseur, parce que la balle est rentrée d'un côté, puis ils l'ont sortie de l'autre côté. Fait que la moitié gauche est enflée, la moitié droite est enflée. Fait que ça fait une tête 2 fois plus grosse. Ça, Marc. Ce qui était décoré. Ça, c'est le gouverneur général qui est en train de te remettre une médaille? C'est ça, à Rideau Hall, à Ottawa. Toi aussi, tu avais l'air toute heureuse derrière. Ben... On est quand même sur un choc. Tu sais, t'es content, là, quand même, de donner une médaille, mais... Pendant des mois, Marc Drouin est fêté, récompensé, honoré. Il reçoit un abondant courrier officiel. Il dit l'admiration qu'on a pour Marc, pour tout ce qu'il a fait, puis la reconnaissance, puis tu vois, des hautes autorités du Canada, etc., etc. Ça, c'est la décoration de bravo. Sur 10 personnes qui ont été décorées au Canada, on était 3 de vivants. C'est quand même pas donné à n'importe qui, là, la décoration. Il y avait 3 personnes de vivantes sur 10 qui l'ont reçu au Canada. C'est ça. Ça, c'est une citation. Certificat de bravo du service. Avec la citation qui explique, en résumé, ce qui s'est passé cette journée-là. Donc ça, c'était dans votre boîte de souvenirs que vous n'alliez pas voir. C'est ça, dans le fond du garde-robe. Parce que dans le fond, c'est seulement ça que Marc a reçu comme témoignage de gratitude pour ce qu'il a fait. Ça remplit pas un frigidaire. Après la fête et les honneurs, les Drouin vont reprendre contact avec la réalité du quotidien. D'abord, Marc a été durement touché moralement par sa terrible expérience. Théoriquement, il aurait dû avoir un psychologue, un psychiatre qui se dise, ben, sûrement, ce gars-là, il va avoir des problèmes suite à un événement comme ça. Mais la seule restriction imposée à ses employeurs a été de lui interdire les contacts avec les prisonniers. Il est pourtant de nouveau envoyé à Saint-Vincent-de-Paul au service administratif. Dès sa reprise de travail, Marc est stressé en permanence. Il est toujours sur ses gardes. Fait que je me suis dit, écoute, je suis pas pour me rendre malade à travailler ici. Là, je suis allé voir le directeur adjoint de l'institution. J'ai dit, je m'en vais. Puis, je veux dire, il a compris ça. Je suis sorti. En fait, ils ne le savent pas, mais Marc et Linda Drouin n'en sont qu'au début de leurs problèmes avec l'administration pénitentiaire. J'ai toujours trouvé qu'au niveau du pénitencier, j'ai été traité injustement. À sa sortie de Saint-Vincent-de-Paul, après plusieurs autres expériences malheureuses et vexatoires, Marc va enfin voir la lumière au bout du tunnel. L'administration pénitentiaire lui a enfin trouvé un poste de responsabilité. J'étais devenu en charge de tous les employés occasionnels du Québec pour le Service canadien des pénitenciers. Je les engageais, je leur expliquais les conventions collectives, je sortais leur paye, tout ça. Bon. À un moment donné, ils m'ont offert le travail avec
l'échelle salariale du commis à la paye. Moi, j'ai dit, bon... C'est une réduction de salaire, ça? Ben, pas à peu près, là. Fait que moi, je me dis, écoute, là, il y a quelque chose de pas normal là-dedans, là. Tu fais ton devoir, tu te fais tirer une balle dans la tête, tu mets ta vie en danger, ta santé en danger, puis qu'est-ce qu'on te donne? C'est une diminution de salaire, puis une rétrogradation. Marc n'en peut plus. Mais il lui reste un dernier recours, le grand patron des prisons, le commissaire responsable de l'administration pénitentiaire à Ottawa. T'es jeune, t'es confiant, tu sais. Fais 3 lettres de félicitations qu'il t'envoie. Chaque fois qu'il t'a rencontré dans la réception, gêne-toi pas, si jamais il y a quelque chose, tu viens me voir, puis on en parle. Après une procédure de demande respectant la voie hiérarchique, Marc est convoqué par le commissaire. C'est donc rempli d'espoir que Linda et Marc prennent la route d'Ottawa. Fait que tu sais, tu roules vers Ottawa là, en te disant, bon, ben ça y est, mes problèmes vont se régler. Mais en arrivant à Ottawa, Marc et Linda vont tomber de très haut. Une surprise de taille les attend. Nous, on pensait rencontrer le commissaire, seul à seul dans le bureau. Puis quand on est arrivé là, on n'était pas tout seul avec le commissaire. Il y avait le patron à Marc qui était là dans le bureau, qui était rentré avant nous, qui nous attendait avec une pierre et un fanal. La réponse du commissaire n'a pas traîné. Il comprenait, il était désolé, mais il ne pouvait rien faire pour Marc. Donc, Ça, la machine est forte. Oui. Elle est très forte. Elle nous a brisés. Totalement brisés. Totalement brisés. Tu peux pas avoir plus brisé que ça, là. C'est impossible. Et c'est malheureux parce que c'est brisé quelque chose qui me semble ne mériterait pas d'être brisé. C'était pas grand-chose là, pour faire mon bonheur. C'était me réintégrer dans des fonctions qui, moi, me permettraient d'être digne, qui me permettraient d'exploiter les capacités que je croyais avoir, puis me pénaliserait pas au niveau salarial. C'était ça que je demandais, là. C'était pas d'autre chose. Il est impossible de dire l'humiliation et la honte ressenties par Linda et Marc. Le choc est tel qu'ils mettront des années pour oser raconter cette histoire. On était 24 ans sans parler. On n'a pas parlé à personne. À personne autour de nous, là. Personne ne le savait. Pendant 24 ans, honteux de ce qui leur était arrivé, Linda et Marc Drouin ont vécu sur eux-mêmes comme des reclus, comme de véritables prisonniers. Complètement découragés, Marc Drouin quittera l'administration pénitentiaire et deviendra facteur. Au bout de quelque temps, une lueur apparaît enfin. La CSST qui suit Marc lui fait passer des tests. Ces tests mettent en valeur ses capacités de gestion et d'administration. Il reçoit alors une bourse pour reprendre ses études. Il ne faut pas oublier qu'il est marié et père de 2 enfants. Pendant 3 ans, le ménage se prive, mais Marc s'accroche et finalement réussit. Marc Drouin obtient son baccalauréat en administration à l'UQAM. Aujourd'hui, Marc Drouin a un poste de responsabilité dans un organisme qui s'occupe, vous ne le croirez pas, des accidentés du travail. Linda commence enfin à voir le bout du tunnel. Dans la vie, il y a de ces gens qui sont très chanceux. Je suis une de ces personnes-là. Il y a d'autres gens, comme le policier André Leclerc, qui, eux, ne sont pas seulement chanceux, mais extrêmement chanceux. Le 12 juillet 2001, dans l'après-midi, le policier patrouilleur André Leclerc effectue sa ronde habituelle. Il est passé devant la Banque de Montréal, au coin de Université et Sainte-Catherine. Puis, comme d'habitude, il est entré dans la bijouterie Emsley pour voir si tout allait bien. Qu'est-ce qui se passe de différent cette journée-là? Je discute avec des employés comme on le fait présentement et mon attention est attirée à l'extérieur. Je vois un piéton sur le trottoir, puis j'ai vu un filet de fumée rouge sortir de son sac. La fumée rouge provient d'une liasse de billets piégés par la banque qu'on appelle un paquet voleur. La liasse de billets ne peut pas être détectée visuellement. Elle contient un système électronique, un détonateur et un contenant de peinture rouge prête à se vaporiser dans l'atmosphère. Lorsque le voleur sort de la banque, le paquet voleur reçoit un signal qui le fait exploser. André Leclerc aperçoit donc la fumée rouge sortant du sac du piéton.